Et on sent bien que lorsqu'on regarde ceci, c'est le quotient de la solution de deux équations de Fokker-Planck. Normalement, c'est backward, mais enfin bon, peu importe. De deux équations de Fokker-Planck avec 0 au bord. Où on peut le représenter comme l'intégrale de phi p divisé par l'intégrale de p, où p résout l'équation de Fokker-Planck, celle-là forward. Et on regarde quand t tend vers l'infini, on a des conditions qui sont nulles au bord, donc on est en train de résoudre des sortes d'équations de la chaleur avec 0 au bord. Ben, on sait ce qui se passe. Hein, vous êtes dans une pièce, il n'y a aucun chauffage, mais au bord, il fait 0. Bien, s'il fait 0 sur le bord de la pièce, ça va se refroidir petit à petit, et puis à la fin, il fera 0 partout. D'accord ? Et ceci se passe en fait exponentiellement vite, et c'est gouverné par la première valeur propre de l'opérateur. Donc, on a des valeurs propres. Une première valeur propre, c'est le théorème de Krein-Rootman. C'est parce qu'on a des opérateurs qui ont le principe du maximum. Pour des matrices, c'est le théorème de Frobenius. Et donc, il y a une première valeur propre, une première fonction propre. Et la caractérisation de la première valeur propre, c'est que les fonctions propres sont strictement positives. Donc, j'écris ceci plus en détail. On sait donc KR, Krein-Rootman, Frobenius pour les matrices. On sait qu'il existe une unique phi 1 à une constante multiplicative. Bon, tant pis. À une constante multiplicative près. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que phi1 est le premier vecteur. C'est un vecteur propre. On a en fait une droite de vecteurs propres. Phi1 strictement positif. Donc ça, c'est la caractérisation de la première valeur propre, telle que moins 1,5 de Laplacien phi1 moins alpha gradient phi1 soit égal à lambda 1 phi1. Et tel qu'il existe aussi un unique P, P, tel que moins 1,5 Laplacien P plus divergence de alpha P, soit égal au même lambda 1 fois P, avec P strictement positif à l'intérieur. Et là, je peux normaliser P pour que ce soit une densité de proba. L'intégrale de P égale à 1. Sachant que j'ai phi1 et P qui valent 0 au bord. Alors, le théorème de Krein-Rootman vous dit ça sur phi1, mais certaines versions vous disent aussi que l'opérateur dual hérite des mêmes propriétés. Et évidemment, ça ne peut être que le même lambda 1. Ça ne peut être que le même lambda 1 parce que si vous aviez ici lambda et mu, en multipliant cette équation par P, vous trouveriez mu P phi et ici vous trouveriez lambda P phi avec l'intégrale de P phi. P et phi étant strictement positif, ça veut dire que lambda est égal à mu. Parce que vous êtes prêt à croire qu'il y a une première valeur propre pour celle-ci et pour celle-là, mais ce sont les mêmes. Donc ça, je peux le dire, hein, c'est si A phi égale lambda phi et A étoile P égale mu P, ben vous multipliez cette équation par phi et donc vous récupérez que mu intégrale de phi P est égal à lambda intégrale de phi P. Et à cause des signes, l'intégrale de phi P est strictement positive. Donc mu est égal à lambda. Une manière très très simple de comprendre pourquoi la première valeur propre pour ces opérateurs avec principe du maximum, la première valeur propre est la même pour cet opérateur et son adjoint. Bien.
Donc, je vais prendre, pour varier les plaisirs, je vais prendre le cas de l'équation de dire que j'ai U de t et de x divisé par V de t et de x. Ça, c'est mon quotient qui est là-bas, ou du sur dt. Donc, cet opérateur, tout ce qui est cet opérateur, je vais le noter A, et tout cet opérateur, je vais le noter A étoile. Donc, du sur dt plus AU égale à 0, avec U à l'instant 0, parce que j'ai changé le sens du temps, normalement c'est backward, est égal à phi, et dv sur dt plus AV est égal à 0, V en t est égal à 0, est égal à 1, sachant que U est égal à V est égal à 0 sur le bord. Bien. Alors, comment ça se comporte, ceci? Eh bien, les solutions de ces équations vont se comporter, donc U, V, évidemment, il suffit de faire la même chose avec phi égale à 1 pour V. Eh bien, donc, ce qui est classique, et à nouveau, c'est du Krein-Rothman, c'est que U de x et de t se comporte comme e puissance moins lambda 1t, phi 1 de x, et puis il y a une constante. Il y a une constante de normalisation qui dépend de la condition initiale, C0. Donc essayons d'identifier ce C0. Eh bien, le plus simple pour ce faire, c'est de multiplier cette équation par P. Je vous rappelle, la première fonction propre de l'opérateur adjoint. A étoile P, ça devient lambda 1P. Et donc, je récupère que d sur dt de l'intégrale de UP plus lambda 1 intégrale de UP est égal à 0. Bah oui, c'est les fonctions propres. Hein. De sorte que l'intégrale de UP est égale à l'intégrale de la condition initiale, U de 0P, fois e puissance moins lambda 1t. Tout ceci, c'est bien connu, hein, je vous le rappelle rapidement. Ce qui va permettre d'identifier la constante dont je parle, puisque d'après cet ansatz, on récupère e puissance moins lambda 1t, C0 fois l'intégrale de phi 1p. Et donc le C0, on voit ce que c'est, je peux l'enlever, c'est l'intégrale de U de 0P divisé par l'intégrale de phi 1P. OK. De la même façon, V de x et de t, et le reste est une exponentielle, c'est un point isolé dans le spectre, le reste est à décroissance plus rapide. Donc tout ça, c'est Krein-Rothman. C'est pour les matrices, le fait que ça sélectionne comme ceci, c'est une variante de la méthode des puissances pour trouver la première valeur propre. La méthode des puissances pour trouver la première valeur propre d'une matrice, hein, c'est simplement prendre les puissances successives le long d'un vecteur et récupérer grosso modo lambda 1 et la puissance n. C'est l'exponentielle qui est là. N, c'est le temps. Bien. Alors, lorsqu'on a ceci, où en est-on? Eh bien, on est en train de regarder ce quotient. Les puissances moins lambda 1t disparaissent. Le phi 1 de x disparaît, puisqu'il est en haut et en bas. Et il reste l'intégrale, la division par l'intégrale de phi 1p disparaît en haut et en bas. Et donc, ceci converge quand t tend vers l'infini. Ce n'est pas une démonstration, mais ça se déduit très facilement par l'intégrale de u de 0 fois p divisé par l'intégrale de p, et j'ai normalisé l'intégrale de p pour que ça fasse 1.
Moralité, ceci, quand t tend vers l'infini, tend bien vers quelque chose, et ça tend vers l'intégrale de phi p, où p est le p qui est là. Point. En d'autres termes, c'est bien le p que j'ai écrit ici. C'est une mesure de proba sur D, c'est indépendant de la condition initiale. On a bien une limite de Yaglom, on a une mesure quasi-stationnaire. Donc P est la mesure quasi-stationnaire. P, c'est la mesure quasi-stationnaire. Et donc, c'est Krein-Rootman qui assure, enfin, c'est la compacité, c'est la positivité, hein, l'opérateur positif, et la compacité liée à un opérateur non dégénéré sur un domaine borné. Tous les mots comptent là-dedans. Non dégénéré, on comprend facilement que, bon, il y a non dégénéré en sens près du bord, ça c'est un aspect. On comprend facilement que des cadres hypoelliptiques, ça marche pareil, etc., parce que ça, on aura la compacité. On aura exactement les mêmes propriétés. Donc, mais en revanche, si vous regardiez des opérateurs dégénérés, attention. Attention. Donc on peut affaiblir un peu le non dégénéré, mais ça se complique quand même salement, et du dégénéré vraiment dégénéré, pas du non dégénéré factice comme l'hypoelliptique, là, il peut y avoir d'énormes problèmes d'existence, de non-unicité, etc. Mais vous voyez que le principe du maximum pour des opérateurs elliptiques, bon, ça c'est vrai, mais qu'on a besoin de plus, compacité, d'une sorte de principe du maximum fort, et que ça, c'est principe du maximum fort encore, ça va, mais si on est sur un domaine non borné, par exemple le complémentaire d'un domaine borné, là il y a un vrai problème avec la compacité. La compacité sur des domaines non bornés n'est pas vraie. Et elle est tellement pas vraie qu'on peut regarder un certain nombre d'exemples qui montrent de la non-unicité de mesures quasi-stationnaires, en ce sens-là, pour des problèmes posés sur le complémentaire d'un domaine. Bon, alors, on peut du coup essayer de comprendre les Q-mesures pour voir quels sont les rapports entre les deux objets. Et ça, ce n'est pas très compliqué maintenant qu'on a fait le boulot, parce que ce que l'on peut dire, c'est que ça, c'est E de phi de xt, et E de xt, propriété de Markov, de la fonction indicatrice que tau soit plus grand que t moins petit t. D'accord? Bon. Ben ça, on a vu comment ça se comportait. Alors, j'aurais dû garder ça. Mon C0, c'était l'intégrale de U0P. Ça se comporte comme l'intégrale de U0P, pardonnez-moi, fois e puissance moins lambda 1t fois phi, divisé par l'intégrale fois phi 1 de phi 1p. Hein. C'était ça qu'on avait trouvé tout à l'heure. Parce que là, j'en ai besoin. Maintenant, je fixe xt. Et c'est mon V de tout à l'heure. Et je dois, diviser par EX de 1 tau supérieur à grand T. Bon, ben maintenant j'ai deux limites. Donc ça fait E de phi de xt. Oui, j'ai oublié un petit truc là-dedans, c'est qu'il faut dire que tau qu'on n'est pas sorti jusqu'à l'instant t. Il faut faire les choses proprement sur le temps de sortie pour que ça soit le même événement. Et je me sers de la probabilité de Markov. Donc 1 de tau supérieur égal à t. On va récupérer un e puissance moins lambda 1 grand t moins petit t. On va récupérer un phi 1 de xt, puisque c'est mon point de départ maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'intégrale de U0P, mais U0 c'est 1.
Donc ça fait 1 divisé par l'intégrale de phi 1p, et je peux toujours normaliser phi 1 pour que l'intégrale de phi 1p vaille 1. Comme ça, je n'ai pas de constante. OK? Divisé par quoi? Donc l'intégrale de phi 1p, divisé par alors c'est quoi? Le e puissance moins lambda 1t et svir, donc il reste e puissance lambda 1t ici. OK, donc ça c'est fait. Phi 1 de petit x. OK. Quoi d'autre? Phi 1 de petit x, les puissances moins lambda 1, c'est bon, et puis j'ai normalisé p pour que l'intégrale de p et l'intégrale de phi 1p, ça fasse 1. Donc en d'autres termes, le truc qui est là, la première limite, ça c'est la loi de la marginale à l'instant t de mon Q processus. Elle est là, c'est ce bazar-là. Bon, c'est ce qu'il est. Et donc maintenant, je peux regarder la limite quand grand T tend vers l'infini pour voir s'il y a ergodicité, et même là, en l'occurrence, forte. Donc ça, c'était la première limite. Mais vous voyez que c'est des choses qu'on a déjà commencé à regarder. Mais maintenant, on a phi 1. Donc on est presque arrivé. Hein. Ceci, comment ça se comporte? Comme e puissance moins lambda 1t, ça se vire. Comme phi 1 de x. Ça se divise par phi 1 de x. Et donc ceci, quand t tend vers l'infini, converge simplement par l'intégrale de phi 1p. Donc rappelez-vous, j'ai normalisé ça, hein, l'intégrale de phi 1p est égale à 1. Et ici, l'intégrale de p est égale à 1, c'est marqué, mais je l'entoure. Et donc, vous voyez qu'on a une mesure invariante pour le Q processus et que cette mesure invariante pi, c'est phi 1p, qui a été normalisée. Donc, on est dans ces cas non dégénérés, dans des situations simples où, en se servant des premières fonctions propres, on identifie complètement ces notions de mesure quasi-stationnaire. Avec d'une part moi ce que je veux réellement appeler la mesure quasi-stationnaire et d'autre part la mesure stationnaire du processus conditionné éternellement. Et donc vous voyez qu'elles sont différentes, ce n'est pas les mêmes et c'est normal puisqu'on a conditionné par quelque chose de beaucoup plus méchant, hein, dans le deuxième cas, conditionné par le fait qu'on ne sorte jamais. Le fait qu'on ne sorte jamais, ça entraîne bien entendu une mesure qui est plus localisée. Elle s'annule plus vite près de 0. Vous voyez que là, elle s'annule comme la distance au bord, c'est le principe du maximum fort. Quand on regarde des fonctions, des bonnes équations elliptiques avec j'aurais dû dire que le lambda 1 était strictement positif ici. C'est la fréquence fondamentale du domaine. Hein. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'à la fois P et phi 1 s'annulent au bord comme la distance au bord. Donc dans le premier cas, on a une mesure qui s'annule comme la distance au bord. Dans le deuxième cas, on a une mesure qui s'annule comme la distance au carré. Bon, alors là, je passe là-dessus. C'est pas inintéressant de regarder ces histoires de Q-processus, mais là, je dois dire, je ne suis pas allé jusqu'à du contrôle optimal de Q-processus. Ça ne serait pas inintéressant, mais bon, là, le courage me manque. Hein. C'est faisable, mais ça va être un truc un peu tordu, donc je n'ai pas trop envie. Bien. Mais je voulais signaler ceci, ce sont des choses qui existent dans la littérature probabiliste, il y a énormément de choses. Je vous ai dit, hein, Yaglom était apparemment, d'après ce que je connais, je ne suis pas non plus le plus grand expert, d'après ce que je connais, Yaglom était peut-être le premier à vraiment regarder, Yaglom, Y-A-G-L-O-M, était le premier à regarder assez systématiquement ces questions de mesure quasi-stationnaire.
Les cubes processus, je ne sais même pas qui a inventé ça. Bien. Alors, pas mal de gens qui travaillent à l'interface avec la biologie ont regardé des questions relatives aux mesures quasi-stationnaires, parce que cette histoire, c'est ce que je vous disais avec la remarque de Régis Ferrière, c'est vraiment une question qu'on doit se poser naturellement lorsqu'on regarde des organismes vivants et qu'on essaie de modéliser. En plus, c'est une manière que je trouve assez intéressante d'aborder donc, il y a des notions qui sont parfois un peu vagues de métastabilité, de bazar comme ça. Alors on invente, on lit la métastabilité dans les dynamiques, on fait comme on peut. C'est une voie un peu différente. Hein. Une mesure quasi-stationnaire va quand même repérer des situations qui sont assez stables pour des gros paquets de trajectoires. Donc c'est quelque chose que l'on peut peut-être observer et c'est un peu différent de notions de métastabilité. Donc c'est de quasi-stabilité ou d'équilibre quasi-stable. C'est l'idée qui est derrière cette mesure quasi-stationnaire. Bon, c'est pas neutre, y compris du point de vue de la modélisation. Je ne pense pas que, à part dans des cercles assez restreints de probabilité, c'est une des notions qui est beaucoup diffusée et c'est aussi une bonne manière à travers ce cours d'en parler un peu plus. Alors, bon, nous voilà armés dans des cadres simples comme ceci. Nous voilà armés pour regarder des problèmes de contrôle stochastique, avec, disons, au moins pour les feedbacks. Alors, si je prends maintenant des feedbacks et que je prends mon premier problème, et je dis, bon, le comportement en temps long, je peux peut-être espérer que mes bons feedbacks ils deviennent asymptotiquement des feedbacks stationnaires, qui ne dépendent plus du temps. Si alpha est indépendant du temps, sous-entendu, le devient. Et je mets un point d'interrogation, c'est une grosse hypothèse. Donc j'étais en train de regarder l'infimum. L'infimum de G de x grand T, 1 de taux supérieur à grand T, divisé je ne sais pas pourquoi je divise par ça, je commence à fatiguer, puisque c'est le conditionnement. Et donc, pour chaque alpha, on a déjà compris qu'est-ce que ça faisait. Ça tend formellement sur l'inf sur alpha de l'intégrale de G, P, qui dépend de alpha. Et donc, qu'est-ce que l'on a? On a un problème, c'est le calcul que j'ai fait il y a un instant. Formellement, et le fait que ce soit uniforme en alpha, ça peut se justifier, il n'y a pas de souci avec ça, ce n'est pas un problème. C'est négligeable par rapport à l'hypothèse qui est faite ici. Le problème de la justification. Et donc, on récupère, in fine, un problème en temps long qui n'a absolument plus rien à voir avec des problèmes en temps long pour du contrôle classique sans conditionnement. Et c'est bien normal, puisque là, on est en train de conditionner par des événements qui sont extrêmement forts, puisque quand t tend vers l'infini, l'événement par rapport auquel on conditionne, il tend exponentiellement vite, enfin sa probabilité tend vers 0 exponentiellement vite. Et donc, on récupère, sur cet exemple, après vous pouvez multiplier les exemples, on récupère, notamment l'exemple 2, on récupère un problème de contrôle optimal
dans lequel ce que l'on contrôle, c'est une forme linéaire, mais ça on peut faire plus compliqué. Mais le point important, c'est qu'on est en train de faire du contrôle sur la première fonction propre. Okay, et ce qui sont pas ce sont des problèmes qui ont un certain intérêt intrinsèque. Hein. Il faut aussi se débrouiller pour avoir des contrôles de la première valeur propre, si on en a envie, ou vous sentez bien qu'on peut manipuler, modifier les problèmes pour avoir toutes sortes de... Et là, j'ai mis un contrôle dans le drift, mais on pourra avoir des contrôles dans les termes d'ordre 2, etc. C'est que le début d'une histoire. Il y a assez systématiquement des problèmes de contrôle optimal d'EDP qui apparaissent, et du contrôle optimal des EDP étant les EDP associés à la première valeur propre et à la première fonction propre. C'est ça qui sort naturellement. Alors, on peut écrire des conditions d'optimalité. Vous avez des MFG stationnaires. Je vais vous passer des détails. Ce n'est pas ça le point qui m'intéresse. Le point qui m'intéresse, ce n'est pas de dire on sait faire des maths là-dessus, c'était qu'on puisse identifier les problèmes qui apparaissent naturellement et qu'on se pose en revanche la véritable question. La véritable question, elle est là. Si alpha est indépendant du temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de considérer? On est en train de considérer des problèmes de contrôle optimal en temps long. Et les problèmes de contrôle optimal en temps long, quand ça se passe bien, on appelle ça du contrôle ergodique. On a un coût ergodique qui sort, qui oublie qu'il est un coût qui ne dépend plus de la position initiale, ce qui est le cas lorsque j'écris ceci, ça ne dépend plus de la position initiale, la loi initiale a disparu. Donc ça, c'est cohérent avec ces notions de contrôle ergodique. Et évidemment, associé à ces contrôles ergodiques, on sait démontrer dans le contrôle stochastique classique que les feedbacks optimaux deviennent indépendants du temps et sont en fait générés uniquement par la solution de l'équation de Bellman stationnaire qui est associée au problème de contrôle ergodique. Et donc, de fait, ça veut dire qu'on a une solution d'équation d'Hamilton, Jacobi et Bellman. Le contrôle optimal, c'est gradient U, et c'est que le gradient U devient, quand t tend vers l'infini, indépendant du temps. Il converge. Donc, dans le contrôle stochastique général, le gradient U tend vers converge. Donc, pas de conditionnement. Le si est OK. Parce que gradient U de x et de t avec des conditions d'ergodicité, gradient U de x et de t, quand t tend vers l'infini, tend vers gradient U. Une sorte de gradient U infini de x, indépendant du temps. Pas de conditionnement, et on est dans une boîte périodique avec des conditions limites périodiques ou des conditions de réflexion de type Neumann. Ce que je dis là est entièrement correct. Donc là, on a la solution d'un MFG avec un U, et même chose, le contrôle optimal est donné par le gradient U, et on peut se poser la même question. Dans ce cas-là, on a des résultats d'unicité forte qui nous permettent de démontrer ce genre de choses. Dans le cas des MFG, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, dans le cas des MFG, on a avec Cardialaghe, Alessio Porretta, on a il y a quelque temps démontré des résultats de ce style, de ce type-là. Mais il y a des hypothèses de structure qui ne sont absolument pas vérifiées ici. Donc, en résumé, je ne sais pas si c'est vrai, et je ne sais même pas si c'est vrai, je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas si le problème que je viens d'écrire ici est bien à la limite du problème avec des feedbacks qui dépendent du temps. Donc, je répète tout ça pour arriver à cette question ouverte. Donc, si je prends le problème avec des feedbacks, qui bien sûr donc dépendent du temps, des alpha de x de t, je l'écris pour que ce soit plus clair, sur 0 grand t,
est-ce que ça converge vers le problème stationnaire avec des feedbacks indépendants avec des alpha de x? Je mets un point d'interrogation, c'est un vrai point d'interrogation parce que ce n'est pas un point d'interrogation du style où je pense que c'est vrai et je ne sais pas le faire. Je ne sais même pas si c'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Bien, ce qui pourrait se passer d'autre, c'est qu'il y ait des dépendances du temps un peu partout. Et en fait, je réalise que toutes ces notions de mesure stationnaire, de mesure quasi-stationnaire ont évidemment non de sens que lorsqu'on gère des processus qui sont homogènes en temps. Au moment où je faisais le cours sur la théorie organique, je vous avais indiqué, oui, mais il y a quand même des convergences vers quelque chose avec des coefficients absolument généraux en temps. Et en fait, je sais mieux identifier maintenant ce quelque chose sans aucune dépendance en temps. Donc, si vous voulez, ça va être aujourd'hui la mise en place d'un supplément, ce n'était pas prévu au programme, qui est une sorte de généralisation des notions de mesure stationnaire et de mesure quasi-stationnaire pour des dépendances en temps absolument générales. C'est-à-dire aucune hypothèse, ni périodicité, ni stationnarité, etc. Comment peut-on faire? Et surtout des théorèmes d'existence et d'unicité de notions qui vont contenir dans tous ces cas particuliers les mesures stationnaires ou les mesures quasi-stationnaires. Donc c'est, je ne sais pas comment appeler ça, interlude sur les mesures stationnaires et les mesures quasi-stationnaires. Donc quelques remarques. Sur les mesures stationnaires ou quasi-stationnaires. Bien. Donc assez naturellement, quand vous regardez la loi d'un processus, et vous aurez compris que je vais faire simple et que tout ceci peut être généralisé dans des cadres non dégénérés. Donc je vais prendre un Laplacien plus drift, un brownien plus drift, mais c'est complètement général dans des cadres non dégénérés. Et j'insiste bien en disant un alpha de t et de x fois p. Et donc, pour commencer, donc, le premier cas, c'est les mesures stationnaires. Et donc, pour simplifier, je vais prendre des conditions à limite périodique. En d'autres termes, je travaille sur le Tor et pas sur le store. Donc, je prends cette solution-là. Dans le cas où c'est indépendant de x, je l'ai rappelé, eh bien, le P tend vers l'unique mesure stationnaire. Point. Là, on a bien entendu la masse est conservée, intégrale de, donc je normalise, intégrale de P0 est égale à 1. Et puis, j'ai envie de faire tendre t vers l'infini pour savoir ce qui se passe en temps long. Et les coefficients sont n'importe quoi. Donc, un alpha de t et de x qui est dans L infini en t et x. N'importe quoi. Bon, alors donc je prends une suite de temps qui tend vers l'infini. Et je peux toujours supposer que cette suite de temps est telle que ceci converge faiblement, peu importe, converge quand n tend vers l'infini, vers un alpha de t et de x, qui est maintenant dans L infini dans RT croît la boîte périodique en x, le temps allant de moins l'infini à plus l'infini, parce que je suis en train de me décaler très très loin dans le temps. Donc je vais travailler le loin d'une sous-suite et je veux identifier ce qui se passe le long de cette sous-suite. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que je prends une fenêtre glissante temporelle et je veux comprendre
évidemment, lorsque les coefficients se stabilisent, parce que vous pouvez construire des exemples où il n'y a aucune stabilisation globale de la mesure. Et que suivant où vous glissez la fenêtre, vous avez des réponses différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que vous avez fait ceci, vous avez une limite. D'accord ? Donc c'est uniquement le comportement des coefficients, donc c'est comme si c'était local, hein, comme si c'était une information locale. J'ai un comportement des alpha, j'en déduis un comportement des p, alors que c'est une équation parabolique qui n'est pas spécialement locale en temps. Alors, donc le théorème qu'on verra, c'est qu'il existe un unique P, régulier, etc., tel que l'intégrale de P soit égale à 1, quel que soit T dans R, et qui vérifie l'équation dP sur dt, moins 1 demi. Ouais, alors ça fait beaucoup de P et de alpha, donc celui-là, je vais quand même l'appeler alpha bar, et ça, je vais l'appeler P bar. Tel que dP sur dt, moins 1 demi de Laplacien P bar plus divergence de alpha bar P bar soit égal à 0, quel que soit t dans R, quel que soit x dans Q. Donc c'est une solution éternelle de l'équation. Eh bien, il y en a une seule. Normalisée, P bar strictement positif. Et P de Tn plus Tx converge vers Pt de x. Point. Donc là, en revanche, la convergence est uniforme en x et uniforme sur t borné. Bon. L'unicité entraîne que P bar hérite automatiquement de toutes les propriétés de alpha bar. Donc, remarque, si alpha bar est, disons, périodique, ça veut dire que alpha bar de point plus, ce qui est le cas si alpha est périodique. Et si alpha est périodique, vous voyez que, suivant la suite de temps, bon, je conclue. Donc, plus une période est égal à alpha bar. Et donc, d'après l'unicité, P bar en temps, en t plus période, va être égal à P bar. En d'autres termes, P bar est périodique. Si alpha bar est constant, P bar est constant, c'est la mesure stationnaire. Si c'est presque périodique, même argument entraîne que P est presque périodique. Si ce sont des coefficients qui sont aléatoires et qu'on converge vers un processus stationnaire, eh bien le P bar est stationnaire. C'est les translations en temps de cette équation qui assurent que tout ce qu'on sait sur alpha bar se transmet automatiquement vers un truc qui est complètement identifié et qui est unique. Donc c'est un objet qui code de manière extrêmement puissante toutes les propriétés de coefficients qui sont définis sur la droite réelle entière. Et donc, on peut définir un processus associé sur la droite entière, c'est un peu chiant, mais ça ne pose pas trop de problèmes, notamment parce qu'on sait que cet objet-là, et c'est une sorte de mesure stationnaire, même si elle bouge au cours du temps. Elle n'a rien de stationnaire, mais enfin, elle est stationnaire aussi. Donc, comment on sort des choses comme ça? On verra ça la semaine prochaine. Je mets en place, et c'est quelque chose qui est naturellement dans ces problèmes-là, d'ergodicité, ou quand on ne sait pas que les choses se stationnarisent. Donc, après, si vous voulez avoir un point de vue un peu plus abstrait, on peut le faire, mais ça on s'en fout.
c'est grosso modo dire, si on a des coefficients qui dépendent du temps, est-ce qu'il y a un analogue des premières fonctions propres, des premières valeurs propres? Ce n'est pas totalement clair. Dans des cadres auto-adjoints, on peut donner un sens à ceci aussi. Et ce sont des objets qui ont naturellement une assez bonne structure mathématique. Bon, je suis surpris que ce n'ait pas été développé plus tôt, parce que ça me paraît quand même extrêmement naturel et ça permet de retrouver des cas, comme cas très particuliers, toute une zoologie de cas périodiques, presque périodiques, stationnaires, etc. Alors, le deuxième cas pour les mesures quasi-stationnaires, ben, c'est qu'il va y avoir des lambda 1 partout, donc je vais gommer cette étape-là. Mais il y a évidemment exactement les mêmes considérations. Et donc, dans le deuxième cas, je vais vous dire qu'il existe un unique couple P bar lambda bar, parce qu'il y a vraiment, c'est aussi un processus limite, tel que l'intégrale de P bar soit égale à 1. Il y aura une information intégrale dans le cas qui nous occupe. C'est-à-dire que l'intégrale de 0 à t, l'intégrale de 0 à t de lambda bar de S ds est coincée entre deux fonctions linéaires. Donc, c'est pénible de dire coincée entre deux fonctions linéaires parce qu'elles se croisent. Donc, on ne peut pas écrire inférieur à la même partout, mais donc je vais faire un dessin comme ceci. Donc, cette fonction fait quelque chose comme ceci. Donc, elle est coincée entre deux fonctions linéaires qui, évidemment, tout ceci se croisant en 0. Bon, voilà. C'est plus simple de faire le crowbar que d'écrire les 4 inégalités nécessaires. Donc, on a cette information. Il existe un unique P bar tel que, je vais écrire la même équation, dP bar sur dt, moins 1,5 de Laplacien P bar, plus divergence de alpha bar P bar, où alpha bar est n'importe quoi dans l'infini, égale, non pas égal à 0, mais égal à lambda bar de t P bar, quel que soit t réel, quel que soit x dans Q, et P bar strictement positif. Il y a le même en phi 1. Hein. Et il existe un unique phi 1. C'est aussi une caractérisation de lambda bar, telle que d phi 1 sur dt, moins 1,5 de Laplacien phi 1, plus divergence de alpha phi 1, soit égal à lambda bar phi 1, phi 1 strictement positif. Il faut normaliser phi 1. Donc, je peux dire, par exemple, que le max de phi 1 est égal à 1. Phi 1 égale à 0 sur le bord. Vous pouvez dire l'intégrale de phi 1 P bar égale à 1, quel que soit t. Toutes les normalisations sont essentiellement équivalentes. Tu as absolument raison. C'est moins alpha bar gradient phi 1. Merci. Donc c'est une notion un peu curieuse qui généralise lorsqu'on a des coefficients sur la droite réelle entière, qui généralise de manière parfaite la notion de première fonction propre. Ce n'est pas du Krein-Rootman parce qu'il y a la droite réelle tout entière, il n'y a pas de compacité. C'est autre chose, ce n'est pas une fonction propre, c'est autre chose. C'est une fonction propre modulée. Donc c'est un truc un peu curieux, étant donné que je me suis convaincu que ces objets sont définis, existent et sont uniques que très récemment. Je n'ai absolument pas exploré la littérature et ça me paraît en même temps assez naturel comme objet. Donc
Je ne sais pas quoi vous dire. On peut se dire, mais on s'en fout de dépendance générale en temps. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça que personne n'a jamais regardé ça, parce qu'on s'en foutait, ce qui est une bonne raison. Néanmoins, c'est un point de vue qui unifie le point de vue stationnaire, périodique, presque périodique, etc., etc. Où on a automatiquement des mesures qui dépendent du temps. Donc c'est pourtant là. Et qu'on n'a pas besoin de structure particulière pour la dépendance temporelle. Ces opérateurs sont tellement rigides et sont tellement structurants que tout se fait naturellement. Je ne pense pas que des analogues de ceci soient vrais pour des opérateurs absolument généraux. Il y a vraiment une structure très particulière d'un opérateur elliptique du deuxième ordre qui crée énormément de rigidité dans le système. Et quand je vous parlerai de démonstration de ces faits-là la semaine prochaine, avant d'attaquer la troisième partie du cours, on verra bien à quel point c'est lié à ces phénomènes d'ellipticité. Mais donc, du coup, vous voyez bien que si je reprends maintenant mon problème, je reprends mon problème de contrôle stochastique de processus conditionnés. Ce que je sais, c'est que quand t tend vers l'infini, le problème de contrôle stochastique, là, pour le coup, ça permet d'être sûr de comprendre sa limite. C'est certainement la minimisation de l'intégrale de, je crois que c'était G fois un P de X, divisé, alors c'est normalisé, tous mes intégrales de P, et je minimise par rapport à tous les alpha de T et de X qui sont des fonctions dans R, T croix D. OK. Et pour de tel alpha, j'ai un P bar, et P est égal, il existe S, tel que P soit P de S et de X. Okay. Ouais. Il existe S tel que P soit P de S et de X, où P est l'unique solution de dP sur dt, moins 1,5 de Laplacien P, plus divergence de alpha P égale à 0, avec l'intégrale de P est égale à 1, P est égal à 0 sur le bord, et P est strictement positif. En d'autres termes, pensée périodique, eh bien, vous pouvez aller choisir le temps sur la période donnant l'expression la plus petite pour cette quantité-là. Mais en plus, vous pouvez regarder tous les systèmes périodiques, tous les systèmes quelconques en temps, et aller choisir le point le plus bas. Et dire est-ce que le feedback optimal, il se stationnarise, c'est savoir si ça, c'est meilleur ou pas que le minimum où je prends des alphas qui ne dépendent que de x. Et donc, comme c'est une forme linéaire strictement positive, dire que le minimum n'est atteint pour n'importe quelle forme linéaire n'est atteint que pour un sous-ensemble, c'est dire quelque part que c'est des points extrémaux. Alors il n'y a pas de convexité là-dedans. Mais si c'était des ensembles convexes, ça voudrait dire que ça, ce sont les points extrémaux. Vous avez deux ensembles et vous êtes en train de regarder toutes les formes pensées à un ensemble géométrique, vous êtes en train de minimiser toutes les formes linéaires. Si c'est un ensemble convexe, vous savez qu'effectivement, le minimum est toujours atteint au moins à un point extrémal. C'est la définition quasiment des points extrémaux. Or, c'est violemment non convexe, confère le problème de non-unicité tout à l'heure,
c'est violemment non convexe. Donc, est-il possible qu'on puisse faire mieux que ces points particuliers pour certaines formes linéaires? Ce n'est pas inconcevable. Donc, je ne peux pas exclure le fait qu'au niveau du contrôle stochastique en temps long, on récupère des objets qui ne soient pas des feedbacks stationnaires, parce que ça voudrait dire beaucoup de convexité qui est peut-être là, qui n'est peut-être pas là, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui. Il y a peut-être une manière de montrer que ceci est égal, je ne sais pas encore, c'est beaucoup trop frais pour que je vous dise ce qu'il en est. Donc c'est une deuxième question, celle-là je pense qu'on doit pouvoir la résoudre. Et si c'est négatif, ben, ça sera intéressant parce que ça montrera qu'on a vraiment besoin de construire ces objets-là. Et si c'est positif, ce sera une manière de démontrer, évidemment, le seul point, c'est qu'on n'arrive pas à trancher. C'est en général ce qui se passe en maths quand les deux conséquences sont intéressantes. Ce qui peut se passer, c'est qu'on ne sache pas trancher. Mais si ce n'est pas le cas, ben, c'est intéressant, ça justifie. Et même si c'est le cas, c'est une manière de comprendre le comportement en temps long des MFG qui passe par une structure, qui passe par cette structure, sans se servir fondamentalement d'unicité. Ça doit bien vouloir dire néanmoins qu'il y a un peu d'unicité au bout du compte, mais ça, c'est un point auquel je dois réfléchir avant de commencer à dire des bêtises sur des choses que je ne sais pas. Donc, si d'ici la semaine prochaine, je comprends un peu cette question d'après, je vous en parlerai. Sinon, je vous explique les deux cas, ces deux théorèmes un peu bizarres avec des coefficients qui dépendent n'importe comment du temps et une notion qui généralise la notion de fréquence fondamentale de première fonction propre. Quoi d'autre? Oui, c'est très général ça. Hein. Vous auriez des potentiels qui dépendent du temps, ça serait la même chose. Hein. Là, il y a une technique des opérateurs de Schrödinger avec un potentiel qui dépend complètement du temps. Vous avez des objets comparables. Donc, il y a vraiment il y a des notions là-dedans. Je ne sais pas si elles sont utiles ou pas. C'est bon de savoir que ça existe. Après, on en fait quelque chose ou pas. Là, elles apparaissent naturellement pour identifier la limite avant éventuellement de restreindre ou pas à une situation plus standard. Donc, un petit retour en arrière sur la théorie ergodique, les mesures stationnaires, etc. Je finis ça la semaine prochaine et je commence le dernier sujet du cours qui n'aura plus rien à voir avec du contrôle stochastique. Enfin, pas directement en tout cas, et où je parlerai d'interfaces, de jonctions et de trucs et de situations géométriques un peu bizarres, dont j'avais commencé à parler à la fin du cours de l'an dernier, et dont je vais développer certains aspects, parce que j'aurai évidemment pas le temps de traiter absolument tout, en tout cas cette année. Sur ce, petite pause, séminaire dans un petit moment.